Bonjour, j'espère d'abord que vous n'avez pas trop chaud de l'autre côté de l'écran. Alors, l'émission que vous allez suivre est proposée par Notre Temps, premier mensuel français, et nous allons aborder toute une série comme ça que j'espère très longue, là c'est la première, de sujets très très pratiques qui vont concerner, je dirais, toute la population, mais plus encore les plus de 50 ans. Et ça sera une histoire de vie quotidienne. Comment ça se passe très très concrètement? On va essayer d'être le plus concret possible pour rendre service, pour donner des explications et pour vous aider tout simplement à vous y retrouver. Alors le premier sujet que nous avons pris, c'est la question des aidants. Nous sommes, vous êtes, entre 8 et 11 millions de personnes qui très régulièrement, parfois chaque jour, parfois des heures et des heures chaque jour, à aider quelqu'un d'autre, à aider un proche touché par un handicap, touché par une maladie chronique, touché par la perte d'autonomie liée à l'âge. Bref, les aidants sont un maillon essentiel, je dirais, à la fois de la chaîne de la solidarité et plus largement des enjeux autour de la santé. Voilà très rapidement le contexte dans lequel nous sommes. Les aidants, pour la moitié, sont des personnes qui sont en activité, pour l'autre moitié, sont des personnes qui sont à la retraite. Les aidants, je devrais dire les aidantes, car très majoritairement, ce sont des femmes. C'est des Françaises, des Français, des personnes qui, à un moment ou un autre, sont confrontés à cette problématique. On n'est évidemment jamais préparé face à cette situation-là, et c'est pour cela aussi qu'avec mes deux invités, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet et d'abord à travers des questions que je poserai et ensuite vous poserez vos propres questions pour que nous ayons des réponses très très claires. Deux invités, Amandine Lagarde, merci d'être avec nous. Vous êtes la déléguée générale de France Parkinson. Tout à l'heure, vous nous direz à la fois ce qu'est France Parkinson, mais aussi comment justement cette question des aidants a pu venir de manière aussi importante dans votre association. Joël Rioux, vous êtes le président et le fondateur de Responsage, qui est une structure dont l'objectif justement est d'aider les aidants, mais les aidants qui sont en activité. On reviendra avec vous deux à la fois sur ce que sont vos organisations et ensuite comment vous aider, comment on peut répondre à un certain nombre de problématiques. Alors on démarre. Amandine Lagarde, peut-être tout simplement, dites-nous en quelques mots France Parkinson, et puis peut-être le rôle globalement de votre association. Oui, alors France Parkinson, c'est une association de personnes malades et de proches de personnes malades. C'est une association qui existe depuis 1984, qui est donc organisée à un plan national. On a un siège à Paris et des délégations départementales un petit peu partout en France. On en a 75 aujourd'hui. C'est des délégations qui sont animées par des personnes bénévoles, très souvent soit des personnes malades elles-mêmes, soit des proches justement, des aidants de personnes malades. Donc nous, on a plusieurs missions évidemment à l'association. La première, c'est avant tout de soutenir, d'accompagner, d'informer les personnes qui ont la maladie de Parkinson sur cette maladie, sur les aides qui existent aussi, et également leurs proches. C'est d'informer et former de façon générale également aussi le grand public et les professionnels qui peuvent graviter autour des personnes malades. C'est également de sensibiliser l'opinion, les médias, de sensibiliser les pouvoirs publics sur la maladie de Parkinson. C'est quand même la deuxième maladie neurodégénérative en Peut-être France. nous redire combien de personnes sont concernées très directement. Oui, c'est 200 000 personnes malades. C'est plus de 200 000 en fait, parce que c'est un chiffre qui évolue chaque année et qui est plutôt en expansion. Donc ça représente quand même une part non négligeable des Français. C'est pas du tout une maladie rare, contrairement à ce que justement la majorité des Français peuvent penser. Donc notre rôle au quotidien, c'est justement de changer cette image, de faire connaître la maladie, et puis aussi de financer, de soutenir, de favoriser la recherche médicale et la recherche en sciences humaines et sociales sur cette maladie. Merci beaucoup, on est vraiment dans le vif du sujet, une des maladies importantes qui se développe malheureusement, et là aussi on verra combien la question des aidants est importante. Joël Rioux, vous avez créé il y a déjà quelques années Responsage, vous en êtes le président et le fondateur, c'est une entreprise qui travaille avec des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et finalement quelle est l'approche? Alors, merci Serge. Oui, Responsage existe maintenant depuis 8 ans. Nous nous adressons aux salariés des entreprises, mais bien évidemment par l'intermédiaire des entreprises et de leurs décideurs. Nos interlocuteurs principaux, ce sont les ressources humaines. Et en fait, ces entreprises, qui souvent sont pionnières du point de vue de l'accompagnement social, souhaitent avoir un service qui puisse concrètement apporter des réponses aux questions que se posent les aidants, problématiques liées au grand âge de la personne aidée, du handicap, de la maladie chronique.
C'est un service qui est aujourd'hui dans une centaine d'entreprises. Et d'ailleurs, nous avons élargi le champ de notre action sur les vulnérabilités au sens large du terme dans l'entreprise. Et notre mission, notre raison d'être, elle repose dans cette phrase, c'est de faire des vulnérabilités une richesse. On part du principe que tout le monde est vulnérable, tout le monde peut avoir un jour besoin d'un accompagnement, d'une aide. Et de ce fait, nous sommes présents pour aider au quotidien les aidants à résoudre leurs problématiques. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous disiez, d'ici à 2030, on sait qu'un salarié sur 4 sera en situation d'être aidant. Donc on est dans quelque chose qui, comme pour la maladie Parkinson, qui n'est pas une maladie rare, être aidant n'est pas rare. Il y a entre 8 et 11 millions de personnes aujourd'hui qui sont concernées. Demain, ça sera encore plus. Et encore une fois, un salarié sur 4 qui déjà, dès 2030, sera directement concerné. Alors, Amandine Lagarde, sur France Parkinson, comment est arrivé, alors, quand je donne ces chiffres, on voit déjà un petit peu la réponse, mais comment est arrivée cette question des aidants pour l'association? Peut-être qu'au début, en 1984, ce n'était pas l'élément majeur. Et ensuite, quelles sont les questions principales qui sont posées par vos adhérents? Alors déjà, oui, la question des aidants, elle est arrivée il y a à peu près une bonne dizaine d'années, on va dire, au moment où on a mené les états généraux sur la maladie de Parkinson. Il en est ressorti justement le souhait de la part effectivement des aidants d'être mieux reconnus, d'être valorisés aussi dans ce rôle et d'être formés surtout dans ce rôle. Parce que vous l'avez dit, voilà, ça nous tombe dessus, on n'y est pas préparé. Et puis, nous, on est dans un contexte de maladie, une maladie qui n'est pas très bien connue, comme je l'ai dit, de façon générale. Et donc, quand elle survient dans le cercle privé, il est question de comprendre aussi de quoi il s'agit, les manifestations de cette maladie, comment ça va se traduire. Et donc, voilà, il y avait ce besoin de comprendre ce qui se passe chez son proche quand il a la maladie de Parkinson. Il y avait des incompréhensions par rapport aux manifestations de cette maladie, à la fois des symptômes, à la fois des traitements. Donc il y avait vraiment besoin de revenir sur tout ça pour que la personne aidante, le plus souvent c'est le conjoint dans la maladie de Parkinson, c'est 80%, dans 80% des cas c'est le conjoint, pour qu'il ne fasse pas d'erreur finalement, ne mette pas encore plus en difficulté la personne malade par manque de connaissances et qu'il puisse accompagner son proche de façon adaptée au mieux par rapport aux spécificités de la maladie. Donc le premier constat, c'était celui-là, qu'il fallait pouvoir mettre en place des actions pour mieux faire connaître et former les aidants sur la maladie, mais ensuite plus largement les accompagner dans cette relation d'aide qui vient s'instaurer alors qu'à la base, c'est pas ça la relation, c'est pas aider au quotidien. Mais cette relation, elle arrive, en plus dans la maladie de Parkinson, elle arrive de façon très insidieuse parce que c'est une maladie qui est évolutive, qui au départ va avoir un impact assez réduit sur le quotidien parce qu'elle est bien prise en charge par les traitements qui existent, notamment les premiers symptômes sont bien pris en charge, les symptômes moteurs, et plus la maladie évolue, plus le handicap va s'installer, plus ça va potentiellement engendrer une perte d'autonomie et un besoin d'aide. Et en fait, on commence par une petite chose, une petite aide, puis une autre, et ça vient s'ajouter, et à un moment donné, finalement, l'aidant est débordé, il fait que ça devient vraiment son quotidien. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment besoin assez rapidement de se poser les bonnes questions, de se poser les limites aussi de ce qu'on peut faire. À un moment donné, si je ne sais pas faire, vers qui je vais me tourner pour demander de l'aide. Voilà, chez les aidants, les premières questions, c'est lié à la maladie de Parkinson. Mais ensuite, c'est aussi qu'est-ce qui existe comme aide, comment je peux à la fois bénéficier d'aide pour la personne malade directement, mais aussi pour moi-même. Et il y a tous les sujets de répit qui viennent se greffer. Je pense on va y revenir après, tout à fait. Merci beaucoup. Joël Rioux, le responsable, c'est toute une série d'assistantes sociales qui répondent à distance, mais qui accumulent des connaissances sur les personnes. D'ailleurs, vous créez aussi un baromètre tous les ans pour mieux saisir les attentes. Et donc, en quelques mots, quelles sont les grandes questions, quelles sont les grandes problématiques qui ressortent des aidants salariés que vous accompagnez? Alors, c'est vrai que nous avons la particularité d'avoir une capacité à collecter une donnée anonymisée qui permet ensuite d'agir. Alors, pour nos assistantes sociales, mais aussi pour l'entreprise, parce que ça permet de mettre en place des mesures de prévention, des mesures de formation, voire de modifier à la marge la politique sociale de l'entreprise. Quels sont les types de problématiques auxquelles nous faisons face?
Majoritairement, on nous interroge d'abord à hauteur de 70%, un peu plus de 70%, sur des questions liées au grand âge. Concernant le grand âge, 3 thématiques principales. D'abord, l'augmentation ou la mise en place de services à domicile, pour la moitié des demandes. À peu près 16% des demandes sont relatives à l'hébergement, l'EHPAD, la résidence-service, quand c'est un type d'hébergement qui n'a pas besoin d'être médicalisé. Parfois aussi la médiation, quand ça ne se passe pas bien en EHPAD, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, en tout cas depuis quelque temps. Nous avons beaucoup de questions sur des rapports un peu conflictuels avec l'EHPAD et la direction des EHPAD. Et enfin, des questions plus sur l'ordre de la logique administrative, pour reprendre ce que vous disiez, l'aspect aussi financier, parce qu'il y a la nécessité pour les aidants d'avoir une vision assez complète des droits d'ailleurs du domaine commun, ce qu'on a des aides publiques, ce qui existe aussi au niveau de l'entreprise, ce qui peut exister au niveau des associations. Nous avons ensuite des questions sur le handicap. La question sur le handicap, c'est d'abord les premiers thèmes sur lesquels nous sommes sollicités, ce sont les thèmes liés au financement, pour le coup. Ça, c'est la première des questions. Deuxième type de question, l'aménagement du domicile. Troisième type de question, la poursuite d'une vie scolaire normale pour les jeunes enfants. Et ensuite, nous avons la question le domaine, si vous voulez, de la maladie chronique, où là, nous sommes très sollicités sur les questions de répit. Comme nous avons des professionnels qui travaillent en face de nous, eh bien, il y a une conciliation vie pro, vie perso qui devient complexe. Et on s'aperçoit que dans ce type particulier de domaine, oui, il y a un épuisement des aidants et donc des demandes de trouver des aires de repos, des aires de répit pour pouvoir continuer à assumer ces 2 rôles. Merci beaucoup. On voit déjà donc toutes les problématiques qui peuvent être posées. Mais justement, vous disiez ce que font les associations. Je me retourne vers vous. France Parkinson, vous avez plusieurs programmes sur le bien-être, sur l'information. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur finalement comment, très concrètement, vous aidez les aidants ? Alors effectivement, nous on a 2 programmes. On a un premier programme qui est le programme À 2 pas, qui a été mis en place en 2013, qui est soutenu financièrement par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et donc il existe depuis presque 10 ans ce programme. C'est un programme qui a pour but justement de former les aidants sur la maladie de Parkinson et de les accompagner dans ce cheminement de questionnement autour de cette relation d'aide qui s'instaure et des impacts sur soi de ce quotidien qui est changé. Donc dans cette formation, le but c'est à la fois de donner un certain nombre d'informations. Donc, sur la maladie de Parkinson, par exemple, ce qu'on découvre quand on a un proche qui vient d'être diagnostiqué, c'est que Parkinson, c'est largement pas déjà qu'une maladie qui se réduit au tremblement. Tout le monde connaît Parkinson sous le symptôme du tremblement, mais c'est un symptôme qui déjà ne touche pas toutes les personnes malades. Donc il y a quand même un tiers des personnes qui ne tremblent pas et du coup il y a déjà cet effet d'incompréhension pour l'aidant, mais aussi pour le reste de l'entourage comment ça il a Parkinson, il ne tremble pas, ou il est très ralenti, mais pourquoi, mais comment ça se fait. Donc c'est une maladie qui touche aux symptômes moteurs, à la motricité. Effectivement, c'est ce qui est touché en premier, mais après, c'est aussi une maladie qui va toucher beaucoup d'autres choses au niveau non moteur, au niveau psychologique aussi. Ça va engendrer des troubles du sommeil, des douleurs, des problèmes de dépression, d'anxiété. Donc tout ça, il faut le savoir pour le comprendre et pour pouvoir justement s'adapter en fonction des besoins. Et puis c'est aussi une maladie qui a cet avantage, si je puis dire, je mets des gros guillemets, d'avoir des traitements qui sont disponibles. Il y a vraiment beaucoup de médicaments qui existent sur le marché et qui sont essentiels pour la prise en charge de la maladie de Parkinson. Mais c'est des médicaments qui sont assez complexes. Au début, c'est quelques comprimés par jour, mais très vite, ça peut augmenter. Et c'est un médicament qui doit être pris à des heures très précises dans la journée pour être efficace. S'il n'est pas pris à la bonne heure, et ça se joue vraiment au quart d'heure près, et bien du coup, ça va avoir une répercussion sur toute la journée de la personne malade. Et ça, c'est important de le dire aussi à l'entourage, parce que souvent, les aidants, ils se retrouvent à justement aider leurs proches à penser à prendre ces médicaments,
médicaments à l'heure, à souvent parfois les préparer. Donc ils commencent à prendre un rôle finalement de professionnel aussi, de préparation des médicaments, de vigilance permanente par rapport à cette prise de médicaments. Et donc ils doivent être un peu au courant. Et puis également, ils doivent être au courant pour comprendre que, par exemple, le matin, la personne va très bien se porter, elle aura pris son traitement, elle pourra faire beaucoup de choses, elle sera très autonome. Et au cours de la même journée, l'après-midi, le traitement sera moins efficace. Et ça arrive avec l'évolution de la maladie. Il y a une baisse d'efficacité, une fluctuation d'efficacité du traitement. Et du coup, il sera plus capable de rien faire. Et c'est incompréhensible pour l'entourage. C'est incompréhensible que le matin, il puisse jardiner, cuisiner, etc. Et l'après-midi, il peut plus rien faire tout seul. Il faut l'assister surtout. Pour les aidants, la plupart du temps, ça signifie juste que la personne se laisse un peu aller, elle se laisse vivre, elle a envie que je m'occupe d'elle, etc. Alors que non, ils peuvent physiquement pas faire les choses à ce moment-là. Donc voilà, on apporte un certain nombre d'informations dans ce programme et on permet aux aidants surtout de se retrouver entre eux. Et d'échanger sur ce qu'ils vivent au quotidien. Donc il y a ce phénomène de pair aidance dont on parle beaucoup qui se crée, et donc de soutien mutuel, de recherche de solutions aussi en commun, parce que nous, on sait qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, on essaye d'en parler au sein de ce programme. Mais il y a aussi plein de choses que chaque aidant peut mettre en place à son niveau et qu'il peut transmettre à ses pairs. Donc il y a ce programme. Et puis le deuxième, c'est Entrée dans Parkinson, qui est un programme complémentaire et qui va cette fois proposer aux aidants de pouvoir bénéficier d'activités vraiment qui leur sont dédiées, de bien-être et de répit en fait. Et donc ça va être par exemple de la sophrologie, ça va être une activité d'art-thérapie, ça va être de la gym adaptée, ça va être des groupes de parole aussi, toujours réservés aux aidants, donc ils sont entre eux et en même temps ils bénéficient d'une activité agréable qui leur fait changer un petit peu du quotidien de la relation d'aide. Merci beaucoup. Joël Rioux, l'État a agi ces derniers temps. Il y a eu des améliorations, je pense, en termes de rémunération des congés d'aidants et tout ça, mais quand même, globalement, les entreprises sont encore assez peu actives. Alors, les entreprises qui adhèrent chez vous, elles sont de fait plus actives, mais comment très concrètement l'entreprise peut aider le salarié en situation d'être un aidant d'un proche? Alors, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse à cette question. Le premier niveau, mais c'est ce qu'induit la question, c'est qu'il y a quand même la nécessité d'une prise de conscience des dirigeants de l'entreprise et de la volonté de prendre en charge des problématiques de vulnérabilité, donc les problématiques par exemple d'aidance. Donc le premier niveau, évidemment, c'est est-ce que l'entreprise a une volonté d'aller en ce sens? Le deuxième niveau, c'est comment est-ce qu'on informe les salariés de l'existence de dispositifs et comment est-ce qu'on crée un dispositif ou un cadre bienveillant qui va permettre aux salariés d'exprimer et de signaler sa situation. Et là, évidemment, on est sur une logique beaucoup plus délicate parce que, notamment dans le monde privé, il est souvent difficile d'être présenté, entre guillemets, comme le maillon faible. Et donc ça, c'est un frein énorme à la libération de la parole dans l'entreprise. Après, ce qui marche très bien aujourd'hui, en dehors des campagnes de communication pour dire « vous avez un service mis en place pour vous aider, pour vous accompagner », de manière anonymisée, c'est-à-dire que l'entreprise n'est pas au courant de qui appelle, ça c'est très important. Il existe vraiment un modèle aujourd'hui qui se met en place, qui est un modèle de formation, sensibilisation à deux niveaux. D'abord au niveau des RH, avec l'objectif de pouvoir apporter aux RH une vision des bonnes pratiques, de ce qui se fait de mieux chez les concurrents. Donc ça, c'est déjà un élément qui permet de mettre en mouvement l'entreprise pour trouver un accord, par exemple, avec les partenaires sociaux. Très important. Deuxième niveau de formation, sur des micro-formations, c'est-à-dire ça dure 1 heure, 1 heure et demie, c'est la sensibilisation au management de personnes vulnérables. En fait, c'est un peu enfoncer une porte ouverte parce que toute personne par nature est vulnérable. Mais le fait de pouvoir réunir des managers, les faire réfléchir pendant un temps déterminé à ces questions, leur proposer aussi des clés pour essayer de répondre aux problématiques ou aux éléments de détection qu'ils pourraient avoir, c'est très important pour diffuser finalement une culture de l'accompagnement des salariés aidants. Merci beaucoup. Alors, nos interlocuteurs ont été extrêmement prolixes. Pour autant, il est temps aussi de vous écouter, de vous entendre. Et donc, nous allons passer aux questions.
Alors, on me communique les chiffres, 853 262 personnes sont en train de nous écouter en ce moment. Et parmi toutes ces personnes, Marie-Antoinette pose une question toute bête, mais extrêmement pratique. Comment trouver du personnel quand l'aidant part en vacances? Comment on fait dans une situation où on sait qu'il y a un déficit de personnel? Alors, c'est une question qui est effectivement très complexe, beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'aujourd'hui, la problématique de trouver des personnes pour le service à la personne devient très difficile. Il ne faut pas se voiler la face. Il y a aujourd'hui un déficit considérable de ressources humaines sur ce sujet. Ma recommandation, elle est double. Soit on cherche quelqu'un que l'on peut engager, recruter pour la durée de la période de congé. Et donc il va être là 24-24, ou en tout cas sur une période de présence extrêmement longue pour accompagner la personne aidée. Soit on passe, autre possibilité, par des sociétés de services à la personne. Et là, la recommandation, c'est de vraiment prendre le temps de contacter plusieurs sociétés, les mettre en concurrence, pour être bien certain d'avoir les bonnes personnes au bon moment quand on sera parti en vacances, parce qu'évidemment, le pire, c'est de devoir revenir en urgence parce que, pour une raison X ou Y, l'accompagnant ne se sera pas présenté. Alors, Joël, j'ai une question de Louise, très très simple. Mais que gagne-t-on, un salarié qui est aidant? Quel est son intérêt à se déclarer comme aidant au sein de l'entreprise? On a parlé des risques tout à l'heure. Oui. Et quel est l'intérêt? Alors, c'est une excellente question. Qui me met un peu dans l'embarras. Parce que il y a des entreprises aujourd'hui qui commencent à dire, en fait, l'aidant développe ce qu'on appelle des soft skills, c'est-à-dire des capacités peut-être différentes de ce que l'on a habituellement dans l'entreprise, dans la capacité à gérer plusieurs tâches, à avoir une certaine charge mentale et à l'assumer. Donc il y a des entreprises qui commencent à prendre conscience de la valeur aussi d'avoir des salariés de ce type et en prendre soin. Il y a d'autres entreprises dans lesquelles ce sont des choses qui ne seront peut-être pas forcément intéressantes, mais je pense que on doit pouvoir se signaler comme aidant à partir du moment où on vit des situations qui sont un peu extrêmes, critiques. On doit pouvoir avoir la capacité tout simplement de parler avec son manager et peut-être d'expliquer qu'il y a des contraintes de temps, par exemple, qui font qu'on ne peut pas être là exactement aux heures précises de début, de fin de journée, parce que l'on a des injonctions personnelles que l'on doit remplir. Et ça, c'est quand même important, parce que si, avec le télétravail, on a le sentiment aujourd'hui qu'il est beaucoup plus simple d'être aidant parce qu'il y a peut-être une souplesse dans la manière de gérer son emploi du temps, on s'aperçoit aussi que ce télétravail est en train de faire s'effondrer, en tout cas, met une porosité totale entre le monde professionnel, sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Et je crois qu'on ne va pas pouvoir longtemps ignorer, et notamment au sein des entreprises et du management, que l'un influence l'autre et que l'équilibre vie pro-vie perso est en train vraiment de devenir une notion très complexe à gérer. Donc ma recommandation, là, c'est de dire vraiment, c'est dans les situations où les choses commencent à devenir complexes du point de vue de la gestion de l'agenda, qu'il devient nécessaire, de manière délicate évidemment, d'expliquer quelle est la situation dans laquelle on est. Merci beaucoup. On arrive presque à la fin de cet entretien. J'ai encore au moins 2 questions. Sophie nous demande tout bêtement, existe-t-il un site internet sur lequel on puisse retrouver toutes les informations, y compris celles dont on a parlé aujourd'hui? En fait, il existe de nombreux sites internet. Il n'existe pas de site internet, disons, qui soit une synthèse de tout ce qui peut exister en France, dans l'Hexagone ou dans les dom-toms, sur l'ensemble des problématiques des aidants. Il existe des sites publics, personnesâgées.gouv par exemple, qui permet d'avoir une certaine vision sur certaines questions. Mais la notion d'aidant est une notion très large. Et je vous donne un exemple simple. Est-ce qu'une maman qui a un enfant très profondément dyslexique ou dysorthographique est une aidante ou une maman? Alors c'est toujours la question éternelle que l'on se pose.
Eh ben, si cette personne a besoin de chercher des orthophonistes, il n'existera pas forcément immédiatement un référencement qui lui permettra de chercher sur sa commune les services adaptés à sa demande. Donc ça veut dire quand même que sur Internet, on trouve tout, on trouve même peut-être plus que ce dont on a besoin. La question après, c'est d'avoir la capacité à gérer cette information et en tirer l'essentiel dont on en a besoin. Merci beaucoup. On va terminer avec Lisa. On n'a eu que des femmes hein, qui nous ont 70% interrogés. des aidants qui nous appellent Voilà. sont des femmes. Voilà. En même temps, il y a une cohérence par rapport à ça. Hein, c'est aussi cela. Mais ces personnes demandent, mais en tant que manager, comment soutenir et aider une personne qui, dans son équipe, elle dit, moi, dans mon équipe, comment je fais pour aider les personnes? Très On n'est bonne pas question. formé à cela. Très bonne question. Je pense, voilà, justement, et je reviens sur l'idée aussi des formations, parce que je pense que c'est un élément très important. Il y a la première des questions, qui va peut-être, la première des attitudes qui est un peu paradoxale, c'est de dire, il faut savoir écouter avec une certaine distance. C'est-à-dire que si on commence à être en proximité trop proche de la personne, eh bien, on est déjà submergé parfois par l'émotion des situations qui peuvent être complexes ou très délicates à vivre. Donc c'est déjà d'avoir une certaine distance. Ensuite, c'est d'avoir un regard naturellement avec une certaine bienveillance sur la question du respect des horaires, de l'animation, du temps de la personne. C'est l'élément extrêmement important aussi parce que dans les trois problématiques principales des aidants, il y a la question de l'argent, de la gestion du stress et la question du temps. Le manager peut agir sur le temps. Si jamais il y a des dispositifs dans l'entreprise, bien évidemment, les recommander à la personne qui n'est peut-être pas au courant. Très important aussi donc dans l'accès à l'information. Troisième point fondamental, eh bien, c'est si la situation, entre guillemets, dégénère, c'est-à-dire la personne n'a plus la capacité d'assumer correctement son travail, il faut pouvoir en parler aussi avec les ressources humaines pour imaginer des solutions temporaires qui permettent aux salariés de régler sa situation, si c'est possible, si c'est une situation d'urgence, et de voir ensuite comment revenir à un fonctionnement normal de l'activité, parce que fondamentalement, le salarié reste aussi quelqu'un à qui on demande un résultat, et donc il est normal qu'il puisse être opérationnel dans son entreprise. Merci beaucoup Joël. Le temps passe très très vite. Hein. Nous arrivons au terme de cette rencontre, de cet échange. Alors, je voulais vous remercier tous les deux. Amandine a dû nous quitter et vous-même d'être intervenus, d'avoir donné des éléments extrêmement précis. Et c'était le premier webinaire Notre Temps Généralique que nous avons lancé. Dire aussi qu'on se retrouve dans pas très longtemps, le 29 septembre, et on se retrouvera sur un autre sujet autour du logement, de l'habitat, qui est une autre façon aussi d'aborder ces problématiques très concrètes, très classiques. Merci encore à vous, merci à tous, Merci, et au Serge. plaisir de vous retrouver le 29 septembre.